Alors, c'est une question évidemment extrêmement vaste. Là, je vais remercier l'association EAC de m'offrir au moins 2 heures pour vous répondre. Euh, donc, il faut bien comprendre que dans notre univers, la psychiatrie, la psychologie, nous avons plus de croyances que de connaissances. Donc, nous avons plus d'idéologie que de science. Et donc, évidemment qu'il y a des psychologues qui sont hostiles par principe à la prescription d'un médicament, qui sont d'ailleurs même hostiles à l'idée qu'un enfant puisse avoir des troubles neurobiologiques, etc., etc. Donc ça, si vous voulez, ce discours-là, il est majoritaire en France, majoritaire parmi les psychologues, majoritaire parmi les pédopsychiatres. Et donc, il est vrai que lorsqu'un médecin, tel que moi et d'autres, heureusement, je ne suis pas le seul, parce que sinon, là, je finirais vraiment par déprimer, sont favorables à la prescription de ce médicament, ben, ils apparaissent un peu comme des méchants, parce que évidemment tout le monde préfère la psychothérapie ou les carothérapées à la prescription d'un médicament. Alors, donc vous m'avez posé plusieurs questions. La première, c'est est-ce qu'il y a des effets secondaires? La réponse est oui. Mais après, il faut rentrer dans le détail. Il faut rentrer dans le détail. Par exemple, pour le problème de la croissance, il est vrai que ces médicaments peuvent provoquer un déficit de croissance. Mais, alors c'est pour vous dire à quel point le débat est complexe, mais on a fait des études et on a comparé 2 groupes d'enfants. Des enfants qui avaient pris le traitement de septembre à juin, donc une année scolaire, plusieurs centaines, et des enfants qui n'avaient pas pris le traitement, qui étaient, disons, des groupes témoins. Et en effet, ceux qui avaient pris le traitement fin juin avaient un petit déficit de croissance, mais on est dans les millimètres, hein, je tiens à le préciser. Mais lorsque les enfants arrêtent pendant l'été, ce qui est la norme ultra majoritaire pour les enfants TDAH, en septembre, tous retrouvent le même niveau d'augmentation de la croissance staturale et pondérale. Donc, par conséquent, c'est un vrai retard minuscule, mais qui se rattrape soit chaque été, soit en fin de l'adolescence. Voilà un exemple comme effet secondaire. La réalité, c'est que ce traitement, et je l'ai déjà dit tout à l'heure en quelques mots, mais je voudrais le signaler à nouveau, ce traitement permet en quelques jours, c'est vraiment important de retenir cette idée-là, en quelques jours, disons en une semaine pour simplifier, de savoir si le traitement est efficace ou non. Donc, par conséquent, le dilemme par rapport à ce médicament n'est pas tellement de savoir si on va donner ce médicament ou non, mais juste si on est d'accord pour l'essayer. Et souvent, ce que j'appelle le rapport qualité-prix, c'est-à-dire les effets recherchés sur les effets secondaires, sont exceptionnels. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui est dans un grand désarroi scolaire depuis toujours, qui a des notes épouvantables, qui a de la dévalorisation, qui a un comportement parfois inadapté en lien avec cette souffrance scolaire, et qui peut trouver une forme d'épanouissement scolaire, une forme d'épanouissement social, une forme d'épanouissement personnel. Parfois, c'est vraiment émouvant. Moi, je dis souvent que je suis un médecin qui a besoin de satisfaction primaire, et c'est un pur bonheur, si vous voulez, de prescrire ce médicament et d'avoir 1 ou 2 semaines après un mail en disant c'est formidable, mon enfant a changé, etc. Donc, l'idée, ça n'est pas tellement de savoir s'il faut donner ou non ce médicament, c'est juste de savoir s'il faut l'essayer ou non. Si ce médicament devait montrer ses performances dans 10 ans, effectivement, ça aurait peut-être un sens de s'interroger. Mais là, on peut savoir en quelques jours exactement ce qu'il en est. Et moi, j'ai l'expérience de cette prescription depuis plus de 20 ans, et je dois dire que je suis devenu favorable. Je sais que c'est un point de vue très critiqué, mais je suis devenu favorable à l'idée selon laquelle, quand vous avez un vrai TDAH, accompagné d'un échec scolaire ou d'une souffrance scolaire, ce traitement peut être prescrit en première intention. C'est-à-dire pas après 6 mois de psychothérapie, de rééducation, etc., etc. Voilà ma conviction. Et c'est une conviction que beaucoup de parents qui ont pu essayer ce traitement partagent, parce que vraiment la vie de leur enfant a changé et donc la vie de la famille a changé. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu long. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Évidemment, je suis très intéressé qu'un futur spécialiste de l'éducation s'intéresse à ce sujet, parce que l'un des problèmes numéro 1, c'est que le TDAH n'est pas enseigné dans les universités, dans les centres de formation des maîtres. J'emploie un vieux terme, pardonnez-moi, j'ai plus le terme actuel en tête. Et ça, c'est un vrai problème, puisque moi, j'ai des parents enseignants
qui découvrent le TDAH, alors que ça concerne 5% des enfants qui découvrent le TDAH en tant que parents. Et ensuite, évidemment, en tant qu'enseignants, ils ont une sensibilité qui leur permet d'aider les parents, d'aider les enfants TDAH. Voilà. Si je peux me permettre, alors je sais que la question ne m'était pas adressée, mais alors moi, je vais intervenir. Moi, je ne prescris pas, hein, puisque je suis psychologue, donc mais en fait, je vais appuyer ce propos. Alors vraiment, effectivement, on a des enfants qui sont, je dis souvent, ils sont cassés, ils entendent constamment qu'ils n'y arrivent pas, ils font des efforts, mais ça ne va pas, etc. Et effectivement, ce traitement, pour moi, il arrive pour... alors, d'une part, il permet j'allais dire, un peu d'éteindre le feu, hein, quand il y a le feu, même quand il n'y a pas le feu d'ailleurs, mais ça permet vraiment d'avoir des effets assez rapides. Et surtout sur le côté oui, mais ça ne guérit pas. J'ai vu des questions passer en disant oui, mais ça ne guérit pas, ça ne guérit pas. Non, mais ça atténue toutes les souffrances à côté, ça atténue toutes les conséquences à côté. Ça empêche de prendre du retard à l'école, ça empêche parce qu'en fait, ils vont être plus attentifs en classe. Donc, tout ce retard qui est lié au fait d'avoir du mal à rester attentif en classe, ben, ça va leur permettre de ne pas le prendre. Ça va leur permettre d'être mieux intégré avec les copains. Donc, au niveau estime de soi, ben, la construction, elle va quand même être meilleur. Donc, franchement, je pense qu'on ne peut pas... Et puis, surtout, sur le côté, ben oui, mais en fait, ils vont aller en rééducation. Et en rééducation, ben, les rééducations, elles peuvent être 10 fois plus efficaces. Donc, franchement, aujourd'hui, et je suis assez d'accord, on a quand même un recul assez important. Et je le dis d'autant plus que, alors, quand on me dit oui, mais labo pharmaceutique, alors moi, j'ai aucun... voilà, je suis psychologue, donc j'ai aucun lien avec les labos pharmaceutiques, j'ai aucun intérêt. Les médecins avec qui je travaille refusent toutes les démarches avec des labos pharmaceutiques. Donc vraiment, c'est pas l'idée, quoi. On y est vraiment parce qu'on y voit un réel effet. Après, j'entends que les parents peuvent avoir des craintes parce que c'est un traitement. Je pense qu'ils doivent pouvoir poser leurs questions, on doit pouvoir y répondre. Mais voilà, je pense que quand le médecin pense et que l'équipe pense qu'il y a un intérêt à le porter, on peut y aller aujourd'hui en toute sécurité. Avec les surveillances qui sont mises en place en France. Excusez-moi, hein, j'ai complété en tant que... Oui, c'est formidable. C'est formidable. Bah, évidemment que je me réjouis de ne pas être seul dans cette galère, si j'ose dire, à promouvoir ce médicament. Le reproche qui est fait à ce traitement de ne pas guérir, mais c'est un reproche qu'il faut faire à toute la médecine, l'immense majorité des traitements sont suspensifs et ne sont pas curatifs. Les antihypertenseurs, il faut les prendre au long cours. Les lunettes même que vous portez, madame, et moi-même, sont suspensifs et non curatifs. Est-ce que c'est un argument? Non, évidemment non. L'important est qu'un traitement soit efficace et il soit peu porteur d'effets secondaires graves. Et ce médicament, les médicaments, le méthylphénidate, est un médicament qui est très, très efficace. C'est probablement le psychotrope le plus efficace de toute la pharmacopée dans mon domaine, par rapport, par exemple, aux antidépresseurs, aux anxiolytiques, etc., ou aux antipsychotiques. Et d'autre part, il peut y avoir des effets secondaires qui sont encombrants, bien sûr, par exemple la perte d'appétit, par exemple le fait que l'on se sente moins convivial, c'est quelque chose à quoi sont assez sensibles les adolescents. Mais encore une fois, il faut essayer ce traitement puisque en moins d'une semaine, on sait ce qu'il en est pour ce qui est des effets recherchés et des effets secondaires. Donc, toutes les questions métaphysiques, si j'ose dire, ou toutes les questions d'inquiétude légitimes sur ce médicament peuvent tout simplement être résolues par cette idée simple. On essaye, on juge sur pièce, on trouve ça génial, on garde, on trouve ça nul, on bazarde. Voilà, c'est aussi simple que ça. Premièrement, l'un dit le Medikinate, c'est mieux que le Concerta, etc., etc. Alors, il n'y a pas de médicament qui soit mieux en soi. Il faut être très pragmatique. On en essaye un, s'il y a un problème, on en essaye un deuxième, etc., etc. On les compare, on juge, on fait le rapport effet recherché sur effet secondaire, et en général, on arrive à trouver une solution qui soit très favorable. Ça, c'est le premier point. Alors, c'est toujours le même principe actif, mais néanmoins, entre le Concerta qui dure 10 heures, par exemple, et la Ritaline simple qui dure 4 heures, eh ben, on peut trouver en général chaussure à son pied. Le deuxième point, le TDAH, je n'ai pas expliqué tout à l'heure ce que c'était, mais c'est 3 groupes de symptômes. C'est inattention, agitation, impulsivité. Inattention, agitation, impulsivité. Quand vous avez les 3, c'est une forme mixte. Quand vous avez seulement le trouble attentionnel sans agitation et sans impulsivité, c'est la forme avec inattention prédominante. Et plus rarement, on peut observer des enfants agités qui ont moins de difficultés à se concentrer. Quelle que soit la forme clinique, que ce soit la forme mixte,
les trois, c'est-à-dire inattention, agitation, impulsivité, ou la forme avec inattention prédominante. Donc, peu d'agitation ou pas, peu d'impulsivité ou pas. Le traitement est efficace. C'est peut-être une curiosité, d'ailleurs on pourrait s'en étonner, mais le traitement est efficace sur les trois composantes, c'est-à-dire l'inattention, l'agitation et l'impulsivité, est efficace sur les formes cliniques, qu'elles soient donc mixtes, l'ensemble des trois groupes de symptômes, ou avec une attention prédominante. Si vous me donnez 2 minutes, je vais répondre à deux questions. Une question que vous m'avez posée et une question que vous ne m'avez pas posée. La question que vous m'avez posée, c'est quel effet ce médicament a sur le fonctionnement cérébral. Eh bien, en principe, on n'a pas de certitude, mais en principe, le TDAH est lié à un déficit en dopamine et le méthylphénidate agit comme dopaminergique, c'est-à-dire augmente le taux de dopamine. Voilà, c'est aussi simple que cela. Sinon, je vais répondre à une question que vous ne m'avez pas posée. Je vais vous parler un peu de ma vie, si vous le permettez. Moi, quand j'ai commencé mes études, je ne voulais pas être psychiatre, je voulais être psychanalyste. Et l'idée même de prescrire un traitement m'apparaissait comme une torture, entre guillemets, comme un acte vil. Et puis, il se trouve que j'étais dans un service, et donc il y a cela 35 ans, j'étais interne, où mon patron, qui ne disposait pas de méthylphénidate, puisque c'est apparu seulement en 96, envoyait des enfants en Belgique pour qu'ils puissent bénéficier de ce traitement. Et moi, je les voyais revenir. Moi, à l'époque, j'étais freudo-marxiste, donc évidemment que j'étais contre les médicaments, je considérais que tout était lié à la vie affective et sociale, et je voyais des enfants qui étaient très malheureux, des parents qui étaient très malheureux, qui revenaient de Belgique avec ce traitement ignoble, mais qui tout à coup étaient très heureux sur le plan scolaire, retrouvaient une joie de vivre scolaire. Et ça, évidemment, ça m'a donné à réfléchir. Je me suis dit, mais bon sang, il se pourrait bien que mes considérations morales et métaphysiques sur la psychologie et sur la société, de temps en temps, se heurtent à une réalité qui s'appelle la neurobiologie. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai, petit à petit, en découvrant ce médicament factuellement, que je suis devenu un prescripteur, si j'osais, je dirais heureux de ce médicament. Je ne le prescris pas par dépit, je ne le prescris pas parce que je n'ai rien d'autre, je le prescris parce que j'ai le sentiment que donner un traitement neurobiologique pour un trouble neurobiologique est une bonne action rationnelle.